Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Troisième vidéo de questions diverses, millimélo, appelez ça comme vous voulez, mais on va regarder plusieurs questions qui me reviennent souvent ou des questions que je juge pertinent de répondre et en vous parlant en vidéo. Donc, millimélo, troisième partie. Bon, comme je vous ai dit, on garde les diverses questions qui me reviennent assez fréquemment ou des questions que je vois revenir assez fréquemment sur les réseaux sociaux et les forums de discussion. On commence tout de suite. On va essayer de faire ça. Je sais que les gens, des fois, ils me disent que je fais ça très long, mais on va essayer de faire ça un peu plus court. Donc, première question. Je dois entreposer ma boîte 2019 pour une période de 3 mois. Y a-t-il une procédure spéciale pour la batterie? Bon. Ça, c'est la réponse est très très simple parce que je vois un paquet de réponses quand cette question-là revient sur les réseaux sociaux, surtout quand on arrive vers l'automne, pour les gens qui s'en vont dans le sud, etc. Puis ça part à gauche, à droite, fait ci, fait ça. C'est très clair, c'est marqué noir sur blanc dans le manuel du propriétaire qu'est-ce que vous devez faire. Fait qu'on va regarder dans le cas de cette question-là pour l'année 2019, puis après ça, je vais revenir, on va parler de l'année 2022 et plus. OK? Donc, pour ce qui est de l'année 2019, quand vous allez, on va juste changer d'écran. Quand vous allez dans le manuel d'entretien, OK, ça c'est le manuel d'entretien de l'année 2020, là, mais 2017 à 2021, c'est la même affaire. OK? Si vous avez une version PDF du manuel du propriétaire, vous avez juste à taper entreposage, puis vous allez tomber directement là-dessus. OK? Donc, ce qui est marqué dans le manuel du propriétaire, si vous partez moins de 4 semaines, OK, GM vous dit, vous branchez le cordon de recharge. Donc, vous laissez l'auto brancher, puis vous vous en allez comme si rien n'était. Ce que ça va faire pendant ces 30 jours-là, ou ce 4 semaines-là, c'est que la petite batterie 12 volts va être gardée en vie avec la recharge que vous allez avoir sur votre... vu que l'auto est pluguée, elle est branchée. Et ce que ça va faire, c'est que aussi, ce que les gens ont un petit peu de misère à comprendre, c'est que pendant 30 jours, tous les systèmes du véhicule restent, entre guillemets, fonctionnels. Okay? Après 30 jours, les systèmes, ils vont débarquer tout seuls pour essayer de protéger le plus possible cette petite batterie 12 volts là. OK? Bon. Ça, c'est dans le cas pour une période de 4 semaines. OK? Pour une période de plus de 4 semaines à 12 mois. OK? C'est une petite affaire qui est un petit peu différent pour les années modèles 2017 à 2021. Donc, ce que GM vous dit, c'est de décharger la batterie haute tension jusqu'à ce qu'il reste 2 ou 3 barres sur l'indicateur de plage de batterie. Ne pas brancher la voiture, OK, et de retirer le câble négatif de la batterie 12 volts. Donc, puis d'installer un petit chargeur intelligent sur cette petite batterie 12 volts-là. Donc, l'idée, c'est de garder cette batterie 12 volts-là en vie le plus possible, que quand vous allez revenir, vous allez rebrancher le tout et la voiture va démarrer comme si de rien n'était. Donc, ça, c'est en gros pour les années 2017 à 2021. OK, bon. Si on va pour les années 2022, la procédure est une petite affaire différente, puis il y a même une affaire de moins à faire. OK, bon. Qu'est-ce qui a fait de faire ça? Ça, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment les ingénieurs qui ont marqué ça dans le manuel du propriétaire. Donc, si on prend le manuel du propriétaire pour la boîte EV ou EV, c'est la même chose. Mais dans le cas de la boîte EV, là, le manuel du propriétaire, ce manuel-là, c'est pour la boîte EV 2022. Même principe, vous tapez entreposage si vous avez une version PDF dans la recherche, puis ça va vous emmener directement à ça. Donc, même principe. Si c'est moins de 4, dans le fond, eux autres disent 1 mois. Donc, si c'est moins d'1 mois, vous laissez la voiture branchée comme si de rien n'était. Si c'est plus qu'1 mois, à la différence de l'ancienne batterie, donc l'année 2022 et plus, ils vous disent, ça n'a pas d'importance que la batterie soit chargée, pas chargée, peu importe, mais ça revient, ils vont vous dire aussi ne pas brancher le cordon de recharge et laisser la petite batterie 12, brancher un petit chargeur intelligent sur la petite batterie 12 volts. Donc, le fait de descendre la batterie, la grosse batterie de traction à 2 ou 3 barres, pour l'année modèle 2022-2023, ça n'existe plus. Okay? Restera à savoir si, suite au changement de batterie que vous avez fait ou que vous allez faire, est-ce que
ça va devenir comme ça pour tous les modèles, l'année modèle au complet, parce que vous allez vous retrouver tout avec les batteries de 2022, dans le fond. Est-ce que ça va rester exactement la même chose? Ça va rester à déterminer puis à voir. Comme je vous dis, si vous redescendez la batterie à 2, 3, 4 bars sur l'année modèle 2022-2023, ça ne change rien parce qu'il ne mentionne rien. Fait que ce soit pleine charge, pas pleine charge, ça ne changera pas grand-chose rendu là. OK? Donc, c'était la première question de mon Méli-Mélo, troisième partie. Deuxième question. Est-ce que le programme d'installation payé par GM ou le crédit Flow de 750 $ sont toujours valides pour une année modèle 2023? La réponse est oui, c'est toujours valide. GM, quand ils ont annoncé aux concessionnaires au mois de juin l'année passée que ce programme-là était en vigueur, ils ont vraiment, je sais que je me répète pour certaines personnes, là, mais ils ont vraiment essayé de nous faire comprendre, de lire entre les lignes, que ce programme-là serait là pour rester. Fait que c'est en gros, oui, il est toujours valide pour l'année modèle 2023. Troisième question. J'ai bénéficié de la promotion de l'installation de la borne par GM. Mais l'électricien qui est venu à la maison ne m'a pas laissé aucune facture et je veux faire la demande de remboursement au gouvernement provincial pour ma borne. Qui dois-je contacter pour avoir ma facture? La bonne réponse, c'est personne. OK? Ce que le gouvernement demande, c'est une preuve d'installation. Soit une facture de l'électricien ou une photo de la borne installée et une photo de votre adresse. Vous envoyez ça. Puis à ce moment-là, tout va être sur la coche, puis ils vont vous rembourser, aucun problème. Bon, là, je sais que les gens vont me dire, oui, mais sur le site Internet du gouvernement, c'est pas marqué. Je sais que c'est pas marqué, là. On a vérifié, c'est ça c'est qu'est-ce que les gens, les responsables du programme nous ont dit. Pourquoi c'est fait comme ça? Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui aurait, mettons, une prise de soudeuse dans son garage, il n'y a pas besoin d'électricien, lui, pour sa borne. Comment il va faire pour réclamer le 600 $ pour l'achat de la borne? Photo de la borne installée, photo de son adresse, puis envoyer ça. L'autre chose, toutes les nouvelles maisons doivent avoir une connexion pour un véhicule électrique dans le panneau électrique. Tout dépendant du contracteur, des fois, ça va être juste une boîte avec soit un connecteur qui va être sorti ou justement une boîte de jonction. Là. Mais si vous avez la boîte avec la connexion déjà sortie, comment vous allez prouver que vous allez faire installer votre borne? Même principe, photo de la borne, photo de l'adresse, vous envoyez ça. Bonne journée, on n'en parle plus. Quand je dis photo de la borne, c'est photo de la borne installée au mur. OK? Fait que c'est comme ça que le programme va fonctionner, mais il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup de mes clients qui ont fait ça, puis ils se sont fait rembourser les 600 $ sans aucun problème. OK? Quatrième question. J'ai bénéficié du 750 $ de crédit chez Flow. Comment ça marche et quand je vais recevoir ma carte? Bon. La question à la base, je pense que c'est parce que ça doit faire comme plusieurs jours là, que le client attend sa carte ou le conseiller lui a dit qu'il va recevoir une carte. Là. Bon, première des choses, vous ne recevrez pas de carte. OK? Là, je vous parle. Je vais vous donner un exemple très simple. Là. Bon, moi, dans mon cas, là, ma femme vient de se procurer une boîte à UV. Là, je vous dis exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Moi, j'avais déjà un compte Flow. OK? Que j'utilisais pour les bornes de recharge publique. Ce qui s'est passé, GM m'a envoyé un courriel 48 heures par la suite pour dire que la demande avait été faite chez Flow pour me donner le crédit de 750. 24 heures plus tard, j'ai reçu un courriel de Flow me disant que les fonds avaient été déposés directement dans mon compte. Bon, ça c'est dans mon cas moi, j'avais déjà un compte Flow. Quelqu'un qui n'aurait pas de compte Flow, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez recevoir quand même le courriel de chez GM. Normalement, c'est 48 heures plus tard, là, ou 48 à 72 heures plus tard, je vais dire 72. Et 24 à 48 heures plus tard, vous allez recevoir un courriel vous disant comme quoi que les fonds étaient déposés dans le compte de Flow. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est vous créer un compte Flow avec l'adresse courriel que vous avez donnée à votre concessionnaire pour enregistrer le crédit chez Flow. OK? Pardon. Donc, c'est ça qui est fait pour la façon que ce crédit est là. Par la suite, si vous voulez avoir une carte physique, vous allez aller sur le site Internet de Flow ou sur l'application cellulaire de Flow et vous allez demander de recevoir une carte physique. Le coût est de 15 $ plus les taxes. Et vous allez devoir payer par une carte de crédit. Okay? Moi, dans mon cas, ils n'ont pas voulu prendre les fonds
directement du 750. Si j'ai voulu que je donne ma carte de crédit, ça s'est pris directement là-dessus. Je suis présentement propriétaire d'une boat 2022 et j'ai commandé une boat EUV. Je voudrais savoir si je peux bénéficier d'une deuxième installation payée par GM et de la subvention provinciale pour une autre boat. La réponse est très très simple, c'est oui dans les deux cas. Les programmes au niveau de GM fonctionnent avec un numéro de série et non un nom de client. Donc c'est 2 numéros de série, 2 programmes. Au niveau du gouvernement provincial, c'est la même affaire. Vous avez droit d'avoir 2 bornes parce que vous achetez 2 voitures électriques. Donc c'est le même principe pour ça. Donc la réponse simple, c'est oui dans les deux cas. Où puis-je trouver le PDSF, prix de détail suggéré du fabricant du véhicule que je veux me procurer? La réponse est simple. Soit vous le demandez à votre concessionnaire, soit vous allez directement en ligne sur le site de chevrolet.ca. Vous faites, mettons, vous cliquez sur Boat, vous faites fabrication et prix, vous vous rendez jusqu'au bout du processus. Et vous allez avoir le prix de vente avant les taxes et les rabais, etc. Ça, c'est votre PDSF. Je sais que dans le cas de GM, il calcule un frais de concessionnaire de 250 $, mais le vrai PDSF, vous allez prendre le montant total que GM vous donne, moins ce frais de 250 $-là. Et ça, c'est le PDSF du véhicule. C'est sur ce montant-là que comment je peux vous dire ça? Que, par exemple, la valeur résiduelle de votre véhicule est calculée, que la valeur maximale de financement est calculée. C'est sur ce montant-là qui est calculé. Donc, le PDSF, c'est le montant, comme je viens de vous dire, c'est le montant que vous allez avoir sur ce site internet-là, moins le 250. Ça, c'est le montant total qui est le vrai PDSF de votre véhicule en fonction des équipements que vous avez pris et qui sont installés à l'usine. C'est toujours la même chose. Un PDSF, ce sont les options qui sont installées à l'usine, qui fait partie du PDSF. Donc, les options qui vont être chargées au concessionnaire sur sa facture pour votre véhicule. OK? Fait que ça, c'est une façon d'avoir le PDSF. L'autre façon d'avoir le PDSF, chaque fois que vous prenez livraison d'un véhicule, chaque fois qu'un véhicule arrive au concessionnaire, un véhicule neuf, vous avez toujours une étiquette de vitre dans le véhicule, dans ce véhicule-là. Et chaque étiquette de vitre est spécifique à cette voiture-là. Et chaque étiquette de vitre a le numéro de série de la voiture où cette étiquette de vitre-là vient. OK? Donc, vous êtes capable de voir, si vous allez avoir le PDSF, va être inscrit en haut à droite. Vous allez avoir comme 3 colonnes, je vais vous le montrer. Là. Vous avez des colonnes, puis en haut à droite, vous allez avoir le PDSF total. Ça, c'est le PDSF de la voiture. OK? Donc, pour avoir les gens en général vont me poser ces questions-là pour éviter d'avoir des surprises au niveau du concessionnaire. Là. Ils vendent mon véhicule plus cher que c'est, etc. Là. Bon, ça, c'est le PDSF. Fait que c'est les 3 façons d'avoir votre PDSF. Quels sont les pneus d'hiver que vous recommandez? Je vais vous mettre ça simple, je recommande aucun pneu d'hiver. J'ai pas quand je pourrais dire ça, j'ai pas fait un test exhaustif de tous les pneus d'hiver qui existaient pour une boat. Je vais vous mettre ça de même, là, OK? Honnêtement, ça, c'est vraiment une question personnelle par rapport à votre budget, par rapport au style de conduite que vous avez, le style de pneu que vous allez chercher. Donc, c'est-tu plus un pneu de glace que vous voulez avoir, plus un pneu de neige ou comme un hybride des deux. Là. Des fois, vous allez avoir des pneus qui sont aussi bons dans la glace que sur la neige. Là. Fait que c'est à peu près ça. Moi, je vous dirais, moi personnellement, ce que j'aime beaucoup, là, les Bridgestone Blizzak WS90, là, qui est les nouveaux modèles depuis un an ou deux. Là. Ça, j'adore ce pneu-là. Je trouve que c'est un bon compromis entre un pneu de glace et un pneu de neige. Les Nokian, en général, on ne se trompe pas vraiment avec des pneus Nokian. Là, si vous tombez dans les gammes R3, là, qui est l'ancien modèle, parce que les R5 EV là, sont sortis. Nokian vient de sortir des pneus pour les véhicules électriques là, qui s'appellent Nokian R5 EV. Mais comme je vous dis, c'est à peu près pas de recommandation, mais comme que quand le client me pose une question, dire quel pneu tu me conseillerais, là, je vois dans ces gammes-là si c'est pas une question de budget. Mais c'est sûr qu'honnêtement, des pneus chinois, moi, je suis vraiment pas embarqué là-dedans. Là. Je veux même pas en vendre, je n'embarque pas là-dedans. Fait que c'est pas plus compliqué que ça par rapport à ça. Juste pour une petite parenthèse, normalement, moi, ce que je vais conseiller aux gens, c'est l'hiver de mettre ça sur des roues 16 pouces. Ça va faire que il va y avoir un peu plus en descendant sur du 16 pouces, il va y avoir un peu plus de caoutchouc entre la roue et le sol. Fait que ce poignet de nid de poule, ça va absorber un petit peu plus qu'un pneu de 17 pouces.
Mais surtout, il ne fallait pas mettre des 18 pouces d'hiver. Là, ça n'allait pas un nid de poule, tout va péter. Là. Fait que, comme je vous dis, en général, on va conseiller. Moi, je vais le conseiller de le descendre sur du 16 pouces, puis Bourgeois aussi va vous conseiller de le descendre sur du 16 pouces. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça concernant les pneus d'hiver. 8e question. Je vais faire un voyage aux États-Unis et je voudrais savoir si je peux payer avec l'application du circuit électrique. À ma grande surprise, la réponse est oui. OK? Si la borne est partenaire avec le Circuit électrique Hydro-Québec aux États-Unis, vous allez être capable de payer avec l'application sans aucun problème. Ce que le Circuit électrique va vous charger, c'est le taux de change et un frais de 75 sous de frais d'itinérance. Donc, si la borne est à l'heure, ça va venir après. Ils vont vous charger genre, je pense que le dollar est à 1,30$ de ce temps-ci, en tout cas, peu importe. Là. Mettons, ils vont vous charger 1,30$, si la borne coûte $1 US, 1,30$. Vous allez charger, mettons, là, pendant 3 heures, ils vont vous charger 3,90$. Plus le 75 cents de frais d'itinérance. C'est pas plus compliqué que ça. Comme je dis, avec ma face que vous avez vu tout à l'heure, j'ai resté surpris quand j'ai su ce réponse-là, parce que dans ma tête à moi, ça c'était impossible. Et ça a l'air que c'est très, très, très possible. Mais comme je dis, il faut que la borne ou le réseau que vous allez recharger soit partenaire du circuit électrique. Est-il vrai que le concessionnaire ne peut pas faire une vente d'accommodation pour mon nouveau véhicule si la batterie de ma boîte actuelle n'a pas été changée? La réponse est oui. OK. Une vente d'accommodation, je comprends que c'est votre client, donc vous allez trouver votre client qui va acheter votre véhicule. Mais ce qui arrive, c'est que la règle est très simple. Moi, quand je fais une vente d'accommodation ou quand le client fait une vente d'accommodation, moi, je me trouve à acheter le véhicule du client, donc de mon client qui achète sa nouvelle voiture. Elle tombe dans l'inventaire du concessionnaire pendant une fraction de seconde et je revends la voiture au client que lui a trouvé. Okay? Et c'est cette fraction de seconde-là qui fait en sorte que je ne peux pas, parce que techniquement parlant, c'est moi qui vends le véhicule au client. Je ne peux pas vendre le véhicule au client tant que la batterie n'est pas changée parce qu'il y a un rappel d'ouvert puis c'est un rappel de sécurité. Donc, c'est dans la question, je ne peux pas faire de vente d'accommodation sur un véhicule que la batterie n'est pas changée. Et ça va être tant son temps que la batterie de ce véhicule-là ne sera pas changée. C'est simple comme ça. Lors de ma commande de Bolt EUV en janvier 2022, mon concessionnaire m'a donné un numéro de commande. Je contacte le service à la clientèle de GM pour avoir des nouvelles de celle-ci et ne retrouve pas cette commande. Pourquoi? Bon. Étant donné que vous avez commandé en janvier 2022, puis vous avez eu un numéro de commande, c'est parce que votre concessionnaire a rentré la commande dans le système informatique de chez GM. La commande est là et adore. OK? Bon. Chaque numéro de commande est en fonction de l'année modèle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2022, votre concessionnaire a entré votre commande sous une année modèle 2022, puis à partir du mois de juin, GM ne construisait plus de modèle année. C'est pas vrai. À partir du mois de juin de cette année, les concessionnaires ne pouvaient plus rentrer de commandes de 2022. Il fallait rentrer des commandes de 2023. Donc, ce qui s'est passé, c'est que votre commande a été modifiée chez GM comme une 2023 et il y a un nouveau numéro de commande qui a été émis. Pardon. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que votre numéro de commande il est disparu du système. Mais à ce moment-là, si vous voulez avoir des nouvelles au niveau du service au niveau de votre véhicule, vous rappelez votre concessionnaire, vous lui demandez votre nouveau numéro de commande et après, par la suite, si vous voulez contacter le service à la clientèle de chez GM pour avoir des nouvelles, vous donnez le numéro de commande de la 2023, ils vont retrouver votre commande. OK? Mais je vous dis tout de suite, le service à la clientèle de GM n'a pas plus de renseignements que votre concessionnaire automobile. Ils vont utiliser exactement le même système informatique que le concessionnaire pour trouver votre commande, savoir si ça a été planifié, etc. Puis je vais même vous dire, en général, étant donné que les gens du service à la clientèle, ils répondent à 23 604 questions différentes dans une journée, ils connaissent pas le système pas par cœur, mais au bout des doigts. Donc, ce qui va arriver très, très, très souvent, puis on voit l'exemple ici, c'est que le client va sortir de cet appel-là avec le service à la clientèle, puis c'est pas juste dans le cas de chez GM, c'est tous les services à la clientèle en général. C'est le client va sortir, dans le cas ici, comme je viens de vous dire, le client sort de l'appel de son service à la clientèle, puis il est plus mêlé que d'autres choses. OK?
le service à la clientèle aurait pu lui dire, mais regardez, la réponse que je viens de vous donner, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que cette personne-là se pose cette question-là. Mais comme je vous ai dit, c'est juste que il est arrivé à un certain point que votre commande a été transformée pour une 2023, puis il y a un nouveau numéro de commande qui a été fait. Puis ça va être exactement la même chose si, exemple, c'est pas une 2023 que vous allez recevoir, ça va être une 2024, mais quand votre commande va être modifiée pour une 2024 par votre concessionnaire, automatiquement, il va y avoir un nouveau numéro de commande qui va être émis pour l'année de modèle 2024. C'est comme ça fonctionne, c'est comme ça que c'est fait. C'est, comment dire, pas plus compliqué que ça, mais oui, c'est compliqué, mais c'est ça la bonne réponse. Fait que c'est bien que ça marche. 11e question. Est-ce que je peux acheter une garantie prolongée de GM après les 3 ans ou les 60 000 km de la garantie de base? La réponse est oui. Par contre, ce que vous allez devoir payer, c'est une inspection du véhicule de A à Z pour être capable de mettre cette garantie-là. Donc, vous allez devoir payer le prix de la garantie, vous allez devoir payer l'inspection, vous allez devoir payer les réparations s'il y a des réparations à faire suite à cette inspection-là, et par la suite, vous allez pouvoir acheter la garantie prolongée. Okay? L'autre chose que je vais vous dire, c'est que entre le moment d'achat de votre véhicule et le 3 ans, 60 000 km plus tard, il y a peut-être eu des augmentations dans le prix de la garantie. Ça, vous allez devoir subir aussi l'augmentation. Et en général, pas en général, mais GM donne un rabais si vous décidez d'acheter cette garantie-là dès la journée 1 versus l'acheter, mettons, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Okay? Donc, c'est ça. Si votre véhicule a moins de 3 ans ou moins de 60 000 km, il n'y a pas d'inspection à payer. La seule chose que vous allez payer, c'est, bon, s'il y a une augmentation de prix, vous allez subir l'augmentation, puis vous allez perdre le rabais que GM vous donne à partir de la journée 1. Pardon. Donc, c'est la seule façon, c'est comme ça fonctionne au niveau de l'achat de la garantie prolongée. 12e question. Quand je branche mon pistolet de recharge quelques secondes plus tard, l'alarme du véhicule se fait entendre. Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver cette fonction? La réponse est oui. Vous allez aller sous l'onglet Énergie. Puis option de recharge, et sous l'onglet de option de recharge, vous allez voir, il y a une affaire qui va vous dire j'oublie le nom là, mais je vais vous trouver je vais vous mettre la photo, mais j'oublie le nom sur le coup, comme quoi que vous pouvez désactiver cette alarme là par rapport à ça. L'autre chose aussi que vous êtes capable de désactiver, c'est si exemple il y a une panne de courant, pour éviter que la voiture fasse une petite alarme là, comme un petit pip pip pip, bien simple là, pour vous dire qu'il y a une perte de recharge ou que la voiture ne recharge plus à suite une panne d'électricité. Donc c'est dans le même onglet là, si je dis sous option de recharge, sous l'onglet Énergie. Dernière question, 13e et dernière question. Cette question-là, je l'ai vu apparaître ce matin sur Facebook. Puis honnêtement, je trouvais la question qui était très pertinente. Puis honnêtement, je voyais vraiment c'était une bonne idée pour vous donner une explication pour éviter d'avoir le plus possible des malentendus avec le département de service. OK, bon. Voici la question. Je suis allé au concessionnaire faire vérifier un bruit suspect dans la roue. La voiture est sous garantie. Après vérification, le mécanicien ne trouve rien. Alors, le technicien au service me facture les honoraires. Est-ce que c'est une pratique normale? La voiture est sous garantie, donc ne serait-ce pas normal que le fabricant couvre les frais? Bon. La réponse est simple puis compliquée en même temps. Bon. Je vais vous expliquer, là, puis là, dites-moi que c'est légal, pas légal. Faites ce que vous voulez, là. Je vous explique c'est quoi la règle chez GM par rapport à un cas comme ça. OK? Bon. Ce qui se passe, c'est que GM paie au concessionnaire dans le terme, on va dire 0.3 heures, OK? Parce que les heures sont divisées en 10, donc 6 minutes. Donc 0.3 heures, il paye 18 minutes au concessionnaire pour reproduire le problème. OK? Donc, si le technicien prend plus que 18 minutes pour reproduire le problème, il ne retrouve rien, mais le concessionnaire va se faire payer seulement 18 minutes. Donc, ça, il a pris 30 minutes. Puis au bout de 30 minutes, je ne suis pas capable de trouver le problème, il n'y a rien à faire, etc., etc. Mais les 12 minutes qui restent, c'est à la charge du concessionnaire. Donc, ce concessionnaire-là a pris la décision de charger un montant X à ce client-là. OK, bon. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Bon. Ce qui est important, c'est sûr qu'on peut présumer que ce client-là a un bruit qui est intermittent. OK, bon. Ce qui est important, quand vous allez au département de service, et surtout quand c'est un bruit qui est intermittent,
de bien documenter dans quelles circonstances que ce bruit-là apparaît. OK? Donc, exemple, est-ce que c'est le matin à froid? Est-ce que c'est parce que vous montez une chaîne de trottoir? Etc. Donc, de vraiment prendre le temps de bien expliquer à l'aviseur, au service, dans quelles circonstances que ça arrive. Ce qui est encore mieux, c'est si c'est possible que vous vous embarquez avec le technicien pour lui montrer c'est quoi le bruit que vous entendez. Puis à ce moment-là, il va être capable de plus savoir c'est quoi le bruit, etc. OK? Si dans le 18 minutes, il voit le problème ou c'est un bruit qui est permanent, il voit le problème, tout va être payé par GM. Mais comme je dis, c'est le fait d'avoir que le technicien n'a pas été capable de reproduire le problème. Puis on semble... je ne sais pas dans ce cas-là si le client avait bien expliqué ou le conseiller avait bien mentionné c'était quoi les problèmes. Mais comme je dis, c'est la façon de procéder. Est-ce que le conseiller aurait pu expliquer au client de dire, regardez, après 18 minutes, est-ce qu'on veut qu'on continue à chercher parce qu'on ne trouve rien, etc. À ce moment-là, c'est à vos frais, mais ça s'explique bien au client. Mais comme je dis, c'est la règle chez GM. OK? Comme je dis, premier 18 minutes, il trouve le problème, il n'y en a pas de problème. Si après 18 minutes, il ne trouve pas rien, là, à ce moment-là, ça tombe aux frais du concessionnaire. À ce moment-là, est-ce que le concessionnaire va décider de faire ce qu'on appelle un goodwill? Ou, exemple, le client dit oui, tu fouilles jusqu'à temps que tu trouves le problème, puis ça prend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça n'a pas de problème, moi je vais payer. C'est la décision du client d'avoir fait un cas comme ça. Mais comme je dis, moi je trouve important de répondre à cette question-là. Après ça, comme je vous ai dit, légal, pas légal, pitchez-moi des roches, faites ce que vous voulez. Ça, c'est la règle chez GM présentement. Puis je vous dirais, à connaître à peu près tous les autres fabricants, c'est toute la même règle dans tous les autres fabricants à ce moment-là. En général, à 90% du temps. OK? Le constructeur va payer un certain montant de temps. Et après ça, c'est le concessionnaire. C'est aux frais du concessionnaire pour trouver le problème du client. Puis, comme je dis, la grosse frustration que les clients vont avoir en général, c'est quand c'est des problèmes qui sont intermittents. Je veux dire, c'est comme de dire au médecin, j'ai mal aux dents. Mais quand vous allez pas chez le médecin, chez le dentiste, j'ai mal aux dents. Mais quand vous allez aux dents, c'est quel? T'sais, vous allez chez le dentiste puis vous n'avez pas mal aux dents. C'est votre dur de savoir c'est quelle dent dans votre bouche qui fait que vous avez mal aux dents. Puis c'est tout ça qui fait le problème. T'sais, si vous arrivez chez le dentiste, mais regardez, j'ai mal en haut, c'est quand je bois du chaud, là, il va pouvoir plus savoir c'est quoi en tant que tel. Fait que c'est pour ça que c'est faut bien documenter quand c'est un bruit intermittent ou un problème qui est intermittent, dans quelles circonstances que ça arrive, ou si vous allez être capable de filmer puis de le montrer au technicien ou à l'aviseur, de regarder c'est ça que ça fait, c'est le bruit que j'ai quand je roule, etc. Si ça arrive dans telle situation, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de trouver c'est quoi votre problème. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que sur ça, moi je vous quitte. À la prochaine. Bye.